Chapitre 16. La princesse était assise dans son fauteuil, souriante, et ne disait mot. Le prince était assis à côté d'elle. Kitty était debout près du fauteuil de son père, dont elle gardait la main dans la sienne. Tous se taisaient. La princesse fut la première à donner un nom aux choses et à ramener leurs sentiments et leurs pensées à la vie réelle. Au premier instant, cela leur parut à tous pénible et étrange. Alors, à quand ? Il faut célébrer les fiançailles et publier les bans. Mais quand fera-t-on le mariage ? Qu'en penses-tu, Alexandre ? C'est à lui qu'il faut demander cela, dit le vieux prince en désignant Lévin. C'est lui le principal intéressé. Quand ? Dit Lévin en rougissant. Demain ? Si vous me demandez mon avis, je pense que nous pourrions nous fiancer aujourd'hui et nous marier demain. Allons, mon cher, ne dis pas de sottises. Alors, dans 8 jours. Il est fou, ma parole. Non ? Pourquoi ? Mais voyons, dit la mère, en souriant avec joie de cette précipitation. Et le trousseau ? Il va donc y avoir un trousseau et tout le reste, songea Lévin avec effroi. Mais d'ailleurs, le trousseau, la bénédiction et tout le reste peuvent-ils gâter mon bonheur ? Non, rien ne peut l'atteindre. Il regarda Kitty et remarqua que la pensée du trousseau ne l'offensait pas le moins du monde. C'est donc que c'est nécessaire, se dit-il. Je n'y entends rien. Vous savez, je vous ai seulement exprimé mon désir, reprit-il pour s'excuser. Nous y réfléchirons. Pour l'instant, on peut faire les fiançailles et publier les bans. La princesse s'approcha de son mari, l'embrassa et voulut s'éloigner, mais il la retint, la prit dans ses bras et tendrement, comme un jeune amoureux, l'embrassa à plusieurs reprises en souriant. Les vieux époux, visiblement, n'y étaient plus et ne savaient plus au juste pour l'instant si c'étaient eux qui étaient amoureux ou bien leur fille. Lorsqu'ils furent partis, Lévin s'approcha de sa fiancée et lui prit la main. Il s'était ressaisi et avait retrouvé l'usage de la parole. Il avait tant de choses à lui dire, mais il dit tout autre chose que ce qu'il fallait. Je savais que cela se ferait. Jamais je n'avais osé l'espérer, mais au fond de moi-même, j'en étais convaincu, dit-il. Je crois que c'était écrit. Et moi ? Dit-elle, même lorsque elle s'arrêta et reprit en le regardant résolument en face de ses yeux honnêtes. Même lorsque j'avais repoussé loin de moi mon bonheur, je n'ai jamais aimé que vous, mais j'ai cédé à un entraînement. Il faut que je vous demande, pouvez-vous l'oublier ? Peut-être est-ce mieux ainsi. Vous avez beaucoup à me pardonner, il faut que je vous dise. C'était un des aveux qu'il s'était résolu à lui faire. Il avait décidé de lui confesser dès les premiers jours qu'il n'était pas aussi pur qu'elle et qu'il était incroyant. C'était pénible, mais il estimait qu'il devait lui avouer l'un et l'autre. Non, pas maintenant, plus tard, dit-il. C'est cela, plus tard. Mais dites-le-moi sans faute. Je ne crains rien. J'ai besoin de tout savoir. Maintenant, c'est fait. Il acheva. Ce qui est fait, c'est que vous me prenez tel que je suis. Vous ne vous détournerez pas de moi, n'est-ce pas ? Non, non. Leur conversation fut interrompue par mademoiselle Linon, qui vint féliciter son élève préféré avec un sourire affectueux et apprêté. Avant qu'elle ait eu le temps de se retirer, les domestiques vinrent rapporter leurs vœux. Puis les gens de la famille arrivèrent, et ce fut le début de cette période bienheureuse et absurde,
dont Lévin ne fut quitte que le lendemain de son mariage. Lévin se sentait constamment mal à l'aise. Il s'ennuyait, mais son bonheur ne faisait qu'augmenter. Il sentait qu'on exigeait de lui des démarches dont il n'avait pas idée auparavant. Il faisait tout ce qu'on lui disait, et cela lui procurait du bonheur. Il croyait que ses fiançailles n'auraient rien de commun avec celles des autres, que si elles se passaient comme à l'ordinaire, son bonheur en serait gâté, mais en fait, il agissait exactement comme les autres, et son bonheur ne faisait que grandir, sans pour cela cesser d'être une félicité personnelle qui ne pouvait être comparée à aucune autre. Maintenant, nous allons manger des bonbons, disait mademoiselle Linon, et Lévin courait acheter des bonbons. Toutes mes félicitations, lui disait Sviajski. Je vous conseille de commander vos bouquets chez Fomin. Ah oui, c'est nécessaire? Et il se précipitait chez Fomin. Son frère lui dit qu'il devait emprunter de l'argent pour les dépenses du moment, les cadeaux. Il faut faire des cadeaux? Et il allait sur le champ chez Fould, chez le confiseur, chez Fromin, chez Fould. Il voyait qu'on l'attendait, qu'on était content de le voir et qu'on triomphait. De même que triomphaient tous ceux à qui il eut affaire ces jours-là. Chose étrange, non seulement tout le monde l'aimait, mais ceux qui étaient jusque-là froids et indifférents à son égard paraissaient enthousiasmés de sa présence, accéder à tous ses désirs, témoigner d'une grande délicatesse envers son sentiment et convenaient avec lui qu'il était l'homme le plus heureux du monde parce que sa fiancée était la perfection même. Il en allait de même pour Kitty. Lorsque la comtesse Nordstone se permit une allusion aux espérances plus brillantes qu'elle avait conçues pour son ami, Kitty se mit en colère et lui démontra avec sa persuasion qu'il ne pouvait y avoir au monde de parti plus brillant que Lévin, que la comtesse Nordstone dut en convenir et que désormais elle n'accueillit plus Lévin en présence de Kitty sans un sourire extasié. L'explication promise fut le seul incident pénible de cette période. Sur l'avis du vieux prince, à qui il avait demandé conseil, Lévin remit à Kitty un journal où il avait noté tout ce qui le tourmentait. Il avait écrit ce journal à l'intention de sa future fiancée. 2 points le préoccupaient, son innocence perdue et son incroyance. Elle était pieuse, n'avait jamais mis en doute les vérités de la religion, mais l'incroyance extérieure de son fiancé ne l'inquiéta pas le moins du monde. Grâce à son amour, elle pénétrait toute l'âme de Lévin, et elle y voyait ce qu'elle désirait. Mais que cet état d'âme fût baptisé incroyance la laissait parfaitement indifférente. Votre confession, par contre, la fit pleurer amèrement. Lévin ne lui avait pas remis son journal sans une lutte intérieure. Il savait qu'entre lui et elle, il ne pouvait pas et il ne devait pas y avoir de secret. Aussi, il décida qu'il devait en être ainsi, mais il ne se rendait pas compte de l'effet que cela pouvait produire à Kitty. Il ne s'était pas mis à sa place. Ce ne fut que lorsque, ce soir-là, il arriva chez eux avant le théâtre, entra dans sa chambre et aperçut son charmant visage, navré et baigné de larmes, qu'il comprit le mal irréparable qu'il lui avait causé, et l'abîme qui séparait son passé honteux de cette pureté de colombe. Il fut épouvanté de ce qu'il lui avait fait. « Reprenez ces horribles cahiers, » lui dit-elle, en repoussant les feuilles placées devant elle sur la table. « Pourquoi me les avez-vous donnés ?»« Non, cela valait mieux, » reprit-elle, prenant en pitié son visage désespéré. « Mais c'est affreux, affreux. » Il baissa la tête et garda le silence. Il ne pouvait rien dire. « Vous ne me pardonnerez pas ?» murmura-t-il. « Si, je vous ai pardonné, mais c'est affreux. » Le bonheur de Lévin,
était si grand que cet aveu, loin d'y porter atteinte, y ajouta une nouvelle nuance. Elle lui avait pardonné, mais, à partir de ce jour, il se jugea encore plus indigne d'elle, s'inclina davantage encore moralement devant elle et attacha encore plus de prix à ce bonheur qu'il ne méritait pas. Chapitre 17. Alexis Alexandrovitch était rentré dans sa chambre d'hôtel solitaire, en repassant machinalement dans son souvenir les impressions des entretiens de la soirée. Les propos de Daria Alexandrovna sur le pardon n'avaient éveillé en lui que de l'humeur. L'application ou la non-application des principes chrétiens à son cas était une question trop délicate dont on ne pouvait parler à la légère, et il l'avait, quant à lui, résolu depuis longtemps par la négative. De tout ce qu'on avait dit ce soir-là, c'étaient ces paroles du brave et stupide Tourovstine qui s'étaient gravées le plus profondément dans son imagination. Il s'est conduit en brave, il a provoqué son rival et il l'a tué. Tous, manifestement, approuvaient cette façon de se conduire, et, s'ils ne le laissaient pas voir, c'était par politesse. D'ailleurs, la question est réglée. Il est inutile d'y revenir, se dit Alexis Alexandrovitch, et ne songeant plus qu'à son prochain départ et à sa tournée d'inspection, il entra dans sa chambre et demanda au portier qui l'avait accompagné où se trouvait son valet de chambre. Le portier lui annonça que l'autre venait de sortir. Alexis Alexandrovitch commanda son thé, s'assit devant sa table et se plongea dans l'étude de l'indicateur From. « Il y a 2 télégrammes », lui dit en pénétrant dans la pièce le valet de chambre qui venait de rentrer. « Votre Excellence m'excusera, j'étais sorti juste un instant. » Alexis Alexandrovitch prit les télégrammes et les ouvrit. Le premier lui annonçait la nomination de Stremov au poste que lui-même briguait. Alexis Alexandrovitch jeta la dépêche, devint tout rouge, se leva et se mit à arpenter la pièce. « Cos vult perdere dementat », dit-il, entendant par cos ceux qui avaient contribué à cette nomination. Ce qui l'irrita, ce n'était pas d'être visiblement victime d'un passe-droit, mais il était stupéfait qu'on ne vît pas que ce bavard, ce phraseur de Stremov, était moins digne que tout autre d'occuper ce poste. Comment ne voyait-il pas qu'il compromettait leur prestige en lui confiant cette charge? Cela doit être encore quelque chose du même genre, se dit-il avec amertume, en ouvrant la seconde dépêche. Celle-ci venait de sa femme. La signature au crayon bleu, Anna, lui sauta la première aux yeux. « Je meurs, et je vous supplie de venir. Je mourrai plus tranquille si vous me pardonnez, » lut-il. Il eut un sourire de mépris et rejeta le télégramme. C'était là une ruse, une comédie, pensa-t-il d'instinct. Cela ne laissait pas le moindre doute. Aucune supercherie ne la fera reculer. Elle doit être sur le point d'accoucher. C'est probablement de cela qu'il s'agit. Mais quel est leur but? Légitimer l'enfant? Me compromettre? Empêcher le divorce? Songeait-il. Cependant, elle écrit « Je meurs ». Il relut le télégramme, et soudain le sens réel de son contenu le frappa. Et si c'était vrai, songea-t-il. S'il était vrai que la souffrance, l'approche de la mort la conduisent au repentir et que je refuse de venir en prenant cela pour une ruse, non seulement ce serait cruel et tout le monde me condamnerait, mais ce serait stupide de ma part,
Pierre, va chercher une voiture. Je pars pour Pétersbourg, dit-il à son valet de chambre. Alexis Alexandrovitch avait décidé de retourner à Pétersbourg et de revoir sa femme. Si sa maladie était une feinte, il garderait le silence et repartirait. Mais si elle était réellement à l'article de la mort et désirait le voir avant de mourir, il lui pardonnerait. S'il la trouvait encore en vie, et lui rendrait les derniers devoirs s'il arrivait trop tard. Ceci arrêté, il n'y pensa plus pendant le voyage. Avec ce sentiment de fatigue et de malpropreté qui suit une nuit passée en wagon, Alexis Alexandrovitch remontait la perspective Nevski dans le brouillard matinal, sans songer à ce qui l'attendait. Il ne pouvait y songer car, lorsqu'il se représentait ce qui allait arriver, il ne pouvait écarter l'idée que la mort d'Anna résoudrait d'un coup toutes ses difficultés. Des boulangers, des boutiques fermées, des fiacres attardés, des concierges qui balayaient les trottoirs défilaient devant ses yeux. Il observait tout et s'efforçait d'étouffer la pensée de ce qui l'attendait et de ce qu'il n'osait souhaiter tout en le souhaitant. Il arriva devant sa maison. Un fiacre et une voiture de maître dont le cocher s'était endormi étaient arrêtés au bas du perron. En entrant dans le vestibule, Alexis Alexandrovitch arracha en quelque sorte une décision dans le coin le plus reculé de son cerveau et s'y tint. Elle pouvait se réduire à ceci. Si c'est une ruse, témoigner un calme mépris et m'en aller. Si c'est vrai, observer les convenances. Le portier Petrov, autrement dit Kapitonitch, lui ouvrit avant même qu'Alexis Alexandrovitch n'eût sonné. Vêtu d'une vieille redingote en pantoufles, sans cravate, il avait un air étrange. « Comment va madame ?»« Madame a accouché heureusement hier. » Alexis Alexandrovitch s'arrêta et blêmit. Il comprenait maintenant clairement avec quelle force il avait désiré sa mort. Et sa santé ? Corneille, en tenue du matin, descendait précipitamment l'escalier. « Madame est très mal, » répondit-il. « Les médecins sont venus en consultation hier, et le docteur est ici. »« Prends mes bagages, » lui dit Alexis Alexandrovitch, qui éprouva un certain soulagement en apprenant que l'espoir qu'elle mourrait restait permis. Il entra dans l'antichambre. Une capote militaire était accrochée au porte-manteau. Alexis Alexandrovitch l'aperçut et demanda « Qui est là ?»« Le docteur, la sage-femme et le comte Vronsky. » Alexis Alexandrovitch pénétra dans l'appartement. Il n'y avait personne au salon. Au bruit de ses pas, la sage-femme sortit du boudoir, coiffée d'un bonnet à ruban lilas. Elle vint à Alexis Alexandrovitch et, le prenant par la main avec la familiarité que donne le voisinage de la mort, l'entraîna dans la chambre à coucher. « Dieu merci, vous voilà. Elle ne parle que de vous, » dit-elle. « Apportez-moi tout de suite de la glace, » dit dans la chambre à coucher la voix impérative du docteur. Alexis Alexandrovitch se rendit dans le boudoir. Près de la table, assis de côté sur une petite chaise basse, Vronsky pleurait, la tête dans ses mains. Il sursauta à la voix du docteur, découvrit son visage et se trouva en face d'Alexis Alexandrovitch. En apercevant le mari, il fut si troublé qu'il se rassit en rentrant la tête dans les épaules, comme s'il désirait disparaître. Mais il fit un effort et dit « Elle se meurt. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis à votre disposition, mais permettez-moi de rester ici. Je suis entre vos mains. Alexis Alexandrovitch, en voyant les larmes de Vronsky, fut envahi de ce désarroi que provoquait en lui la vue des souffrances d'autrui. Il se détourna et, sans écouter Vronsky jusqu'au bout,
se dirigea précipitamment vers la porte. On entendait dans la chambre la voix d'Anna qui disait quelque chose. Sa voix était gaie, animée, avec des intonations très nettes. Alexis Alexandrovitch entra dans la pièce et s'approcha du lit. Elle avait le visage tourné vers lui. Ses joues étaient rouges, ses yeux brillaient. Ses petites mains blanches, sortant des poignets de sa camisole, jouaient à tordre un coin de sa couverture. Elle paraissait non seulement fraîche et saine, mais de la meilleure humeur. Elle parlait vite, d'une voix forte, avec des intonations extraordinairement justes et bien senties. Car Alexis, je parle d'Alexis Alexandrovitch, comme c'est étrange et cruel qu'ils se nomment tous deux Alexis, n'est-ce pas? Alexis ne m'aurait pas refusé. J'aurais oublié, il m'aurait pardonné. Mais pourquoi donc ne vient-il pas? Il est bon. Il ignore lui-même combien il est bon. Ah, mon Dieu, quelle angoisse! Donnez-moi vite de l'eau. Ah oui, mais ce n'est pas bon pour elle, pour ma petite fille. Tant pis alors, donnez-lui une nourrice. Oui, j'y consens. Cela vaut même mieux. S'il vient, cela lui fera de la peine de la voir. Emmenez-la. Anna Arkadievna, il est arrivé. Le voici, dit la sage-femme, en s'efforçant d'attirer son attention sur Alexis Alexandrovitch. Ah, quelle sottise, poursuivit Anna, sans voir son mari. Oui, donnez-la moi. Donnez-moi ma petite fille. Il n'est pas encore là. Vous dites qu'il ne me pardonnera pas parce que vous ne le connaissez pas. Personne ne le connaissait, sauf moi. C'est pour cela que cela m'était devenu tellement pénible. Il faut que vous sachiez que Serioja a exactement les mêmes yeux que lui, et c'est pour cela que je ne pouvais plus les voir. A-t-on fait dîner Serioja? Je suis sûr que tout le monde l'oublie. Lui, il ne l'aurait pas oublié. Il faut installer Serioja dans la chambre d'angle et demander à Mariette de coucher auprès de lui. Soudain, elle se ramassa sur elle-même, se tut, et d'un air effrayé, comme pour parer un coup, porta les bras à la hauteur de son visage. Elle avait aperçu son mari. « Non, non, reprit-elle, je n'ai pas peur de lui, c'est de la mort que j'ai peur. Alexis, viens ici. Je me dépêche car le temps presse, je n'en ai plus pour longtemps. La fièvre va reprendre, et je ne comprendrai plus rien. Maintenant, je comprends. Je comprends tout et je vois tout. » Le visage ridé d'Alexis Alexandrovitch exprima une vive souffrance. Il lui prit la main et voulut parler, mais ne put articuler. Sa lèvre inférieure tremblait. Il luttait encore contre son émotion et la regardait de temps à autre. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait ses yeux fixés sur lui avec une expression attendrie, exaltée, qu'il ne lui avait jamais vue. « Attends, tu ne sais... Attendez, attendez. » Elle s'arrêta, comme pour rassembler ses idées. « Oui, commença-t-elle. Oui, oui, oui. Voici ce que je voulais dire. Ne sois pas étonné. Je suis toujours la même. Mais il y a une autre femme en moi et j'ai peur d'elle. C'est elle qui s'est éprise de lui. J'ai voulu te haïr, mais je ne pouvais oublier celle que j'étais auparavant. L'autre, ce n'était pas moi. Maintenant, c'est bien moi, tout entière. Je meurs. Je vois que je vais mourir. Tu n'as qu'à lui demander. Je sens de nouveau ses poids aux mains, aux pieds, aux doigts. Regarde comme mes doigts sont énormes. Mais tout cela va bientôt finir. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que tu me pardonnes, complètement. Je suis une femme horrible, mais la bonne de Serge m'a parlé d'une sainte martyre. Comment s'appelle-t-elle déjà? Il paraît qu'elle était pire que moi. J'irai à Rome.
Il y a un désert là-bas. Je n'y gênerai personne. J'emmènerai juste Seriodja et la petite fille. Non, tu ne peux pas me pardonner. Je sais, on ne peut pardonner cela. Non, non, va-t'en. Tu es trop parfait. Elle lui tenait la main dans sa main brûlante, et de l'autre, elle le repoussait. Le désarroi d'Alexis Alexandrovitch ne faisait qu'augmenter, et prit de telles proportions qu'il cessa même de lutter. Il sentit brusquement que ce qu'il prenait pour du désarroi était, au contraire, un état d'âme bien heureux, qui lui procurait soudain un bonheur nouveau qu'il n'avait encore jamais ressenti. Il ne songeait pas que cette loi chrétienne qu'il n'avait pas voulu suivre toute sa vie lui prescrivait de pardonner et d'aimer ses ennemis. Mais un sentiment radieux d'amour et de pardon remplissait son âme. Agenouillé près du lit, la tête appuyée sur le repli du bras d'Anna qui le brûlait à travers la camisole, il sanglotait comme un enfant. Elle entoura de son bras la tête dégarnie de son mari, se rapprocha de lui et leva les yeux avec une fierté provocante. Le voilà. Je savais bien. Maintenant, adieu. Vous tous, adieu. Ils sont revenus. Pourquoi ne s'en vont-ils pas? Ôtez-moi ces pelisses. Le docteur lui dégagea le bras et remplaça doucement sur son oreiller et lui recouvrit les épaules. Elle restait docilement couchée sur le dos et tenait ses yeux brillants fixés devant elle. Souviens-toi que j'ai seulement besoin de ton pardon. Je ne désire rien d'autre. Pourquoi donc ne vient-il pas? Reprit-elle en se tournant vers la porte de la chambre où se tenait Vronsky. Viens, viens. Donne-lui la main. Vronsky vint jusqu'au pied du lit et, en apercevant Anna, se couvrit de nouveau le visage de ses mains. Découvre ton visage. Regarde-le. C'est un sein, dit-elle. Découvre donc ton visage, reprit-elle d'un ton irrité. Alexis Alexandrovitch, découvre-lui le visage. Je veux le voir. Alexis Alexandrovitch prit les mains de Vronsky et découvrit son visage, défiguré par la souffrance et l'humiliation. Donne-lui la main. Pardonne-lui. Alexis Alexandrovitch lui tendit la main, sans retenir les larmes qui coulaient de ses yeux. Dieu soit loué, fit-elle. Maintenant que tout est prêt, il ne me reste qu'à étendre un peu les jambes. Voilà, comme cela. C'est très bien. Comme ces fleurs sont faites sans goût, elles ne ressemblent pas du tout à des violettes, dit-elle, en montrant les tentures. Mon Dieu, quand cela finira-t-il? Donnez-moi de la morphine, docteur. Donnez-moi donc de la morphine. Oh, mon Dieu. Et elle commença à s'agiter dans son lit. Les médecins avaient diagnostiqué une fièvre puerpérale, et l'on n'en échappait qu'une fois sur 100. La journée se passa dans le délire et l'inconscience. Vers minuit, la maladie gisait presque privée de sens, et son pouls était imperceptible. On attendait la fin d'une minute à l'autre. Vronsky était reparti chez lui, mais vint le lendemain matin prendre des nouvelles. Alexis Alexandrovitch alla à sa rencontre dans le vestibule et lui dit « Restez, peut-être qu'elle vous demandera » et le conduisit lui-même dans le boudoir. Sur le matin, elle avait recommencé à s'agiter, à parler avec animation en sautant d'un sujet à l'autre. Puis, elle avait de nouveau sombré dans l'inconscience. Le surlendemain, ce fut pareil, et les médecins dirent qu'il y avait un espoir. Ce jour-là, Alexis Alexandrovitch se rendit dans le boudoir où se trouvait Vronsky et, après avoir fermé la porte à clé, s'assit en face de lui.
Alexis Alexandrovitch, dit Vronsky, en sentant que l'explication approchait. Je suis hors d'état de parler, de comprendre. Épargnez-moi, aussi pénible que ce soit pour vous. Croyez que pour moi, c'est encore plus effroyable. Il voulut se lever, mais Alexis Alexandrovitch le prit par le bras et lui dit « Je vous prie de m'écouter jusqu'au bout. C'est indispensable. Il faut que je vous explique les sentiments qui m'ont guidé jusqu'à présent et qui détermineront ma conduite, afin que vous ne commettiez pas d'erreur à mon sujet. Vous savez que j'ai décidé de divorcer et que j'ai même fait les premières démarches. Je ne vous cacherai pas qu'en m'engageant dans cette voie, j'étais irrésolu. Je souffrais. J'étais poursuivi, je vous l'avoue, par le désir de me venger d'elle et de vous. Lorsque j'ai reçu le télégramme, je suis arrivé ici avec les mêmes sentiments. Je dirai plus, je désirais sa mort. Mais il se tut, hésitant à dévoiler sa pensée devant Vronsky. Mais je l'ai revu, et je lui ai pardonné. Et le bonheur du pardon m'a révélé mon devoir. Je lui ai pardonné sans réserve. Je veux tendre l'autre joue, donner ma chemise quand on me prend mon manteau. Je prie seulement Dieu qu'il ne m'ôte pas cette félicité que contient le pardon. Il avait les larmes aux yeux, et son regard lumineux et calme frappa Vronsky. Voici ma position. Vous pouvez me piétiner dans la boue, faire de moi la risée du monde. Je ne l'abandonnerai pas, et je ne vous dirai pas un mot de reproche, poursuivit Alexis Alexandrovitch. Mon devoir est nettement tracé. Si je dois rester avec elle, non, je dois rester avec elle. Si elle désire vous voir, je vous le ferai connaître, mais je suppose que, pour le moment, il vaut mieux vous éloigner. Il se leva et des sanglots l'interrompirent. Vronsky se leva aussi, sans se redresser complètement, et le regarda en dessous, à demi courbé. Il ne comprenait pas les sentiments d'Alexis Alexandrovitch, mais il sentait qu'il y avait là quelque chose de supérieur, qui était incompatible avec sa conception de l'existence. Chapitre 18. Après sa conversation avec Alexis Alexandrovitch, Vronsky sortit sur le perron de la maison des Karénine et s'arrêta, éprouvant quelques difficultés à se rappeler où il était et où il devait aller. Il se sentait rabaissé, humilié, coupable et privé de la possibilité de laver son humiliation. Il se sentait rejeté de l'ornière qu'il avait suivie si aisément et si fièrement jusqu'alors. Toutes les habitudes, toutes les règles de son existence, qui lui semblaient si solides, se révélaient soudain mensongères et inapplicables. Le mari trompé, qui faisait si piètre figure jusqu'à ce jour, obstacle accidentel et plutôt comique à son bonheur, était soudain élevé par elle à une hauteur qui inspirait le respect, et, placé si haut, ce mari ne se montrait ni vindicatif, ni hypocrite, ni ridicule, mais bon, simple et généreux. Vronsky ne pouvait pas ne pas le sentir. Les rôles l'avaient changé brusquement. Vronsky sentait l'élévation de Karénine et son propre abaissement, la droiture des Karénine et sa propre bassesse. Il sentit que ce mari était magnanime dans son malheur, alors qu'il était lui-même mesquin et médiocre. Mais cette conscience de sa bassesse devant l'homme qu'il avait méprisé injustement
ne constituait, ne constituait, ne constituait que la part la plus infime de sa souffrance. Il se sentait inexprimablement malheureux maintenant, car sa passion pour Anna, qui lui semblait refroidie ces derniers temps, s'était réveillée avec plus de violence que jamais, maintenant qu'il savait qu'il la perdait pour toujours. Il l'avait vue pendant toute sa maladie, avait découvert son âme, et il lui semblait qu'il ne l'avait encore jamais aimée. Et maintenant qu'il avait appris à la connaître, qu'il l'aimait comme il fallait aimer, il était humilié devant elle, et la perdait pour toujours, en ne lui laissant qu'un souvenir honteux. Il se souvenait avec horreur de sa position ridicule et dégradante, lorsqu'Alexis Alexandrovitch avait écarté ses mains de son visage humilié. Il restait planté sur le perron des Karénines, éperdu et ne sachant que faire. « Dois-je appeler un fiacre ?» lui demanda le portier. « Oui, c'est cela. » Rentré chez lui, après 3 nuits sans sommeil, Vronsky, sans se déshabiller, se coucha à plat ventre sur son divan et appuya sa tête sur ses bras croisés. Sa tête était lourde. Les représentations, les souvenirs et les pensées les plus étranges se succédaient avec une netteté et une rapidité extraordinaires. Tantôt c'était un remède qu'il versait pour la malade dans un cuiller qu'il faisait déborder, tantôt les mains blanches de la sage-femme, tantôt l'étrange posture d'Alexis Alexandrovitch sur le pencher, à côté du lit. Dormir, oublier, se dit-il, avec la tranquille assurance de l'homme bien portant qui croit que, parce qu'il est fatigué et qu'il a envie de dormir, il s'assoupira aussitôt. De fait, tout s'en mêla à l'instant dans son esprit, et il sombra dans un gouffre d'oubli. Les vagues de la vie inconsciente allaient se rejoindre au-dessus de sa tête, lorsque, soudain, il reçut comme une violente décharge électrique. Il tressaillit si violemment que tout son corps tressauta sur les ressorts du divan et, se soulevant sur les mains, il se mit brusquement à genoux avec un sentiment d'épouvante. Ses yeux étaient largement ouverts, comme s'il n'avait jamais dormi. La lourdeur de sa tête, la lassitude de ses membres avaient disparu. « Vous pouvez me piétiner dans la boue, » entendit-il, et il vit Alexis Alexandrovitch devant lui. Il vit aussi le visage brûlant et empourpré d'Anna, et ses yeux brillants fixés avec tendresse et amour non pas sur lui, mais sur Alexis Alexandrovitch. Il croyait voir sa propre expression, sotte et grotesque, lorsqu'Alexis Alexandrovitch lui avait pris les mains pour découvrir son visage. Il étendit les jambes, se rejeta sur le divan dans sa pose précédente et ferma les yeux. « Dormir, dormir » se répéta-t-il. Mais, avec les yeux fermés, il voyait encore plus nettement le visage qu'avait Anna le soir mémorable des courses. C'est fini. Elle veut effacer cela de son souvenir. Mais moi, je ne puis vivre sans cela. Comment nous réconcilier ? Comment nous réconcilier ? Dit-il tout haut. Et il répétait ces mots inconsciemment. Cette répétition des mêmes mots aidait à la formation de nouvelles images et de nouveaux souvenirs qu'il sentait se presser dans sa tête. Mais ce fut de courte durée. Les plus beaux moments de leur amour et son humiliation récente recommencèrent à se succéder avec une rapidité extraordinaire. « Enlève tes mains » disait la voix d'Anna. Il enlevait ses mains et sentait l'expression sotte et humiliée de son visage. Il restait couché, s'efforçant de dormir, quoiqu'il sentît qu'il ne lui restait pas le plus petit espoir, et continuait à répéter à voix basse des paroles prises au hasard, désirant ainsi aider à la formation de nouvelles images. Il tendit l'oreille, et surprit un murmure étrange, incohérent.
Tu n'as pas su apprécier. Tu n'as pas su profiter. Tu n'as pas su apprécier. Tu n'as pas su profiter. Que se passe-t-il? Deviendrai-je fou? Se dit-il. Peut-être. Pourquoi devient-on fou? Et pourquoi se suicide-t-on? Répondit-il à sa question, et, ouvrant les yeux, il aperçut avec étonnement, à côté de sa tête, un coussin brodé par sa belle-sœur Varia. Il toucha les glands du coussin, en faisant un effort pour se rappeler sa belle-sœur telle qu'il l'avait vue la dernière fois. Mais penser à quoi que ce soit d'étranger à ses préoccupations était une torture. Non, il faut dormir. Il approcha le coussin et y appuya sa tête. Mais il lui fallait faire un effort pour garder les yeux fermés. Il sursauta et s'assit. Tout est fini pour moi, songea-t-il. Il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Que me reste-t-il? Il passa rapidement en revue sa vie en dehors de son amour pour Anna. L'ambition? Serpukovskoï? Le monde? La cour? Il ne pouvait s'arrêter à rien. Tout cela avait eu un sens autrefois, mais maintenant il ne lui restait plus rien. Il se leva, ôta sa veste, défit sa ceinture, dénuda sa poitrine poilue pour respirer plus librement et fit les 100 pas à travers la pièce. C'est ainsi qu'on devient fou, répéta-t-il. C'est ainsi qu'on se suicide, pour échapper à la honte, ajouta-t-il lentement. Il s'approcha de la porte et la ferma. Puis, le regard fixe et les mâchoires contractées, il alla à la table, prit son revolver, l'examina et se mit à réfléchir. Il resta ainsi environ 2 minutes, immobile, la tête baissée avec une expression concentrée, le revolver à la main. Évidemment, se dit-il, comme si la marche logique, prolongée et claire de sa pensée l'avait amené à une conclusion rigoureuse. En réalité, cet « évidemment », si convaincant pour lui, n'était que l'aboutissement de l'éternel cercle de représentation et de souvenirs qu'il avait déjà parcouru une douzaine de fois depuis 1 heure. C'étaient les mêmes souvenirs d'un bonheur à jamais perdu, la même représentation de l'absurdité de tout avenir, la même conscience de son humiliation. Et la succession de ces représentations et de ces sentiments était la même. Évidemment, répéta-t-il, lorsque, pour la 3e fois, sa pensée s'engagea dans ce même cercle enchanté de pensées et de souvenirs. Il appuya le revolver sur son côté gauche, contracta fortement sa main et appuya sur la gâchette. Il n'entendit pas la détonation, mais un coup violent à la poitrine le jeta à terre. Il voulut se raccrocher au bord de la table, laissa tomber son revolver, chancela et s'assit sur le sol, en promenant ses regards autour de lui d'un air étonné. Il ne reconnaissait plus sa chambre. Regardant d'en bas les pieds contournés de la table, la corbeille à papier et la peau de tigre. Les pas rapides de son valet de chambre, dont les souliers grinçaient et qui accouraient par le salon, le forcèrent à se ressaisir. Il fit un effort et comprit qu'il était sur le plancher. En apercevant du sang sur la peau de tigre et sur sa main, il comprit qu'il s'était tiré un coup de pistolet. C'est idiot, je me suis manqué, dit-il en tâtonnant pour retrouver son revolver. L'arme était à côté de lui. Il la cherchait plus loin. Tout en continuant à chercher, il perdit l'équilibre et tomba sur le côté, perdant son sang
le valet de chambre, un garçon élégant à favori qui se plaignait souvent à ses amis de la faiblesse de ses nerfs, fut tellement épouvanté en apercevant son maître étendu sur le sol qu'il le laissa perdre son sang et courut chercher du secours. Au bout d'une heure, Varia, la belle-sœur de Vronsky, arriva et, avec l'aide de 3 médecins qu'elle avait fait appeler aux 3 bouts de la ville et qui s'étaient présentés tous en même temps, étendit le blessé sur un lit. Elle resta pour le soigner. Chapitre 19. Alexis Alexandrovitch avait commis une erreur en se préparant à revoir sa femme, sans envisager que son repentir serait sincère, qu'il lui pardonnerait et qu'elle se rétablirait. 2 mois après son retour de Moscou, sa terreur lui apparut dans toute sa gravité. Or, sa terreur ne provenait pas seulement de ce qu'il n'avait pas envisagé, cette éventualité, mais aussi de ce que jusqu'à cette entrevue avec sa femme mourante, il ignorait son propre cœur. Au chevet de sa femme malade, il s'était abandonné pour la première fois de sa vie à ce sentiment de commisération attendrie que faisaient naître en lui les souffrances d'autrui et dont il se défendait jusqu'à présent comme d'une faiblesse malsaine, sa pitié pour Anna, son repentir d'avoir désiré sa mort et, surtout, la joie même du pardon lui avait procuré non seulement un apaisement à ses souffrances, mais une sérénité intérieure qu'il n'avait encore jamais ressentie. Il avait senti brusquement que ce qui était précisément la source de ses souffrances était devenu la source de sa joie spirituelle. Ce qui lui semblait insoluble lorsqu'il blâmait, critiquait et haïssait était devenu simple et clair, maintenant qu'il aimait et pardonnait. Il pardonnait à sa femme et prenait en pitié ses souffrances et son repentir. Il pardonnait à Vronsky et le plaignait, surtout depuis qu'on lui avait apporté son acte désespéré. Il plaignait son fils plus qu'auparavant. Il se reprochait maintenant de l'avoir négligé. Envers la petite fille qui venait de naître, il éprouvait un sentiment particulier, fait non seulement de pitié, mais de tendresse. Au début, c'était par pure commisération qu'il s'était occupé de cette petite créature faible qui n'était pas sa fille, qui avait été abandonnée pendant la maladie de sa mère et qui serait certainement morte s'il n'avait pas pris soin d'elle. Et il s'était attaché à elle sans s'en rendre compte. Plusieurs fois par jour, il se rendait dans la chambre d'enfant et y restait un long moment. La nourrice et la bonne, tout d'abord intimidées, s'étaient accoutumées à sa présence. Parfois, il contemplait une demi-heure entière sans mot dire le petit visage ridé, duveteux et rougeâtre de l'enfant, les mouvements de son front plissé, et la regardait se frotter les yeux et le nez avec ses menottes potelées, aux doigts recroquevillés. À ces moments-là, Alexis Alexandrovitch se sentait parfaitement calme, en accord avec lui-même, et il ne voyait dans cette position rien d'extraordinaire, rien qu'il fût nécessaire de changer. Mais plus le temps passait, plus il voyait nettement que, toute naturelle qu'elle lui parût, on ne lui permettrait pas de rester dans cette situation. À côté de la force spirituelle sublime qui guidait son âme, il y en avait une autre, élémentaire, aussi puissante sinon plus, qui dirigeait sa vie, et cette force ne lui donnerait pas cette quiétude modeste qu'il désirait.
Il sentait que tout le monde le regardait avec étonnement, qu'on ne le comprenait pas et qu'on attendait quelque chose de lui. Il avait surtout conscience de la fragilité et de l'affectation de ses relations avec sa femme. Lorsqu'eut disparu cet attendrissement qu'avait provoqué en elle le voisinage de la mort, Alexis Alexandrovitch remarqua qu'Anna le craignait, supportait sa présence avec peine et ne pouvait pas le regarder en face. Elle semblait désirer lui dire quelque chose sans s'y résoudre, et, comme les autres, pressentant que leur rapport ne pourrait se prolonger, attendre quelque chose de lui. À la fin de février, la fille d'Anna, qui s'appelait également Anna, tomba malade. Alexis Alexandrovitch avait passé le matin dans la chambre d'enfant et, après avoir ordonné d'aller chercher le médecin, était parti au ministère. Lorsqu'il eut terminé son travail, il rentra chez lui vers 4 heures. En entrant dans le vestibule, il aperçut un domestique de belle prestance, en livrée galonnée et en pèlerine de peau d'ours, qui tenait une rotonde doublée de fourrure blanche. « Qui est là ?» demanda Alexis Alexandrovitch. « La princesse Elisabeth Fedorovna Tverskoï, » répondit l'homme, et Alexis Alexandrovitch crut le voir sourire. Pendant toute cette pénible période, Alexis Alexandrovitch avait remarqué que ses relations mondaines, surtout les femmes, lui avaient témoigné, à lui et à sa femme, un intérêt particulier. Il avait décelé chez toutes ces personnes une joie à peine voilée, cette même joie qu'il avait surprise dans les yeux de l'avocat et qu'il voyait maintenant dans les yeux du valet. Tous semblaient ravis, comme s'ils mariaient quelqu'un. Lorsqu'on le rencontrait, c'était avec un entrain à peine dissimulé qu'on lui demandait des nouvelles de sa santé. La présence de la princesse Tverskoï lui était désagréable, et par les souvenirs qui lui étaient liés, et parce qu'en somme, il ne l'aimait pas. Aussi, Alexis Alexandrovitch passa-t-il directement dans l'appartement des enfants. Dans la première chambre, Seriodja, couchée en travers d'une table, les pieds sur la chaise, dessinait en bavardant gaiement. L'Anglaise qui, pendant la maladie d'Anna, avait remplacé la Française, était assise auprès de l'enfant avec un tricot. Elle se leva vivement, fit la révérence et remit Seriodja sur ses pieds. Alexis Alexandrovitch caressa les cheveux de son fils, répondit aux questions de la gouvernante sur la santé de sa femme et lui demanda ce qu'avait dit le docteur au sujet du « baby ». Le docteur a dit que ce n'était pas inquiétant et a recommandé les bains, monsieur. Mais elle souffre toujours, dit Alexis Alexandrovitch en prêtant l'oreille aux pleurs de l'enfant dans la chambre voisine. Je crois que la nourrice n'est pas bonne, monsieur, dit l'Anglaise d'un ton résolu. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Demanda-t-il en s'arrêtant. J'ai vu cela chez la comtesse Paul, monsieur. On faisait suivre un traitement à l'enfant, et l'on a découvert qu'il était tout simplement affamé. La nourrice n'avait pas de lait. Alexis Alexandrovitch se prit à réfléchir et, après être resté quelques secondes, entra dans l'autre pièce. La petite fille, recroquevillée dans les bras de sa nourrice, la tête en arrière, refusait le sein rebondi qu'on lui offrait, et ne s'arrêtait pas de crier malgré les efforts conjugués de la bonne et de la nourrice, penchée au-dessus d'elle. « Cela ne va pas mieux ?» dit Alexis Alexandrovitch. « Elle est très agitée, » répondit la bonne à voix basse. « Miss Edward dit que la nourrice manque peut-être de lait, » dit-il. « C'est ce que je crois aussi, Alexis Alexandrovitch. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? À qui le dire? Anna Arkadievna est toujours malade,
répliqua la bonne d'un ton mécontent. Cette femme les servait depuis longtemps. Dans ces simples mots, Alexis Alexandrovitch crut voir une allusion à sa position. L'enfant criait de plus belle en se débattant et en s'enrouant. La bonne fit un geste de découragement, s'approcha de la nourrice, prit l'enfant et se mit à le bercer en marchant. « Il faut demander au docteur d'examiner la nourrice, » dit Alexis Alexandrovitch. La nourrice, une femme de robuste apparence parée de ses plus beaux atouts, craignant de perdre sa place, marmotta quelque chose entre haut et bas, et recouvrit son opulente poitrine avec un sourire de mépris à l'adresse de ceux qui doutaient de ses capacités. Dans ce sourire, Alexis Alexandrovitch crut voir également une intention ironique. « Pauvre enfant !» dit la nourrice, en s'efforçant de faire taire le bébé et en continuant à aller et venir. Alexis Alexandrovitch s'assit sur une chaise et, avec un visage souffrant et abattu, regarda la vieille bonne qui faisait les 100 pas. Lorsqu'on eut remis dans son berceau l'enfant qui s'était enfin calmé, et que la nourrice, après avoir retapé le coussin, se fut éloignée, Alexis Alexandrovitch se leva et s'approcha gauchement du petit lit sur la pointe des pieds. Une minute environ, il contempla le bébé sans mot dire, avec le même visage angoissé. Mais, soudain, un sourire dérida son front, et il sortit sans bruit de la pièce. Dans la salle à manger, il sonna et ordonna au domestique qui entrait d'aller encore une fois quérir le médecin. Il en voulait à sa femme de se désintéresser de ce charmant enfant, et cette disposition lui ôtait toute envie de se rendre chez elle et de voir la princesse Betsy. Mais sa femme pouvait s'étonner qu'il ne vînt point chez elle, selon son habitude. Aussi fit-il un effort et se rendit dans la chambre à coucher. En se dirigeant vers la porte sur le tapis moelleux, il surprit involontairement une conversation qu'il ne tenait pas à entendre. « S'il ne partait pas, je comprendrais votre refus et le sien. Mais votre mari doit être au-dessus de cela, » disait Betsy. « Il ne s'agit pas de mon mari, mais de moi. Ne m'en parlez plus, » répondit la voix émue d'Anna. « Vous ne pouvez pas refuser de dire adieu à l'homme qui a voulu se tuer à cause de vous. C'est justement pour cela que je ne veux pas. » Alexis Alexandrovitch s'arrêta avec une mine effrayée et coupable, et voulut revenir sur ses pas sans se faire remarquer. Mais il songea que ce serait indigne, et reprit sa marche vers la chambre à coucher en toussant. Les voix se turent, et il entra. Anna, en robe de chambre grise, ses épais cheveux noirs coupés courts, repoussant en brosse sur sa tête ronde, était assise sur une chaise longue. Comme toujours, à la vue de son mari, l'animation de son visage disparut subitement. Elle baissa la tête et jeta à Betsy un regard inquiet. Betsy, vêtue à la toute dernière mode, portait un petit chapeau juché en haut de sa tête comme un abat-jour sur une lampe, et une robe bleu-gris où des rayures diagonales ornaient le devant du corsage et le dos de la jupe. Elle était assise à côté d'Anna, tenant très droit son long buste plat, et accueillit Alexis Alexandrovitch avec un signe de tête et un sourire ironique. « Ah !» dit-elle comme étonnée. « Je suis ravie de vous trouver chez vous. Vous ne vous montrez plus nulle part. Je ne vous ai pas vu depuis la maladie d'Anna. Mais je sais tout le soin que vous avez pris d'elle. Vous êtes un mari étonnant, » dit-elle, avec un air aimable et significatif, comme si elle le gratifiait d'une médaille de magnanimité pour sa conduite envers sa femme.
Alexis Alexandrovitch s'inclina froidement et, après avoir baisé la main de sa femme, lui demanda des nouvelles de sa santé. « Il me semble que je vais mieux, » répondit-elle en évitant son regard. « Vous avez pourtant le teint fiévreux, » dit-il en insistant sur le dernier mot. « Nous avons trop bavardé, » dit Betsy. « Je sens que c'est de l'égoïsme de ma part. Je me sauve. » Elle se leva, mais Anna rougit subitement et lui saisit vivement la main. « Non, restez, je vous en prie. Il faut que je vous dise. Non, c'est plutôt à vous, » dit-elle en se tournant vers Alexis Alexandrovitch, et une rougeur envahit son cou et son front. « Je ne veux et ne peux rien avoir de caché pour vous, » ajouta-t-elle. Alexis Alexandrovitch fit craquer ses doigts et baissa la tête. Betsy m'a dit que le comte Vronsky désirait venir chez nous afin de me faire ses adieux avant son départ pour Tchakan. Elle ne regardait pas son mari et se hâtait visiblement d'en finir, tout pénible que cela lui fût. J'ai dit que je ne pouvais pas le recevoir. Pardon, ma chère, vous avez dit que cela dépendrait d'Alexis Alexandrovitch, rectifia Betsy. Oui, mais je ne puis pas le recevoir, et cela ne servirait à... Il s'arrêta brusquement et fixa un regard interrogateur sur son mari. Il ne la regardait pas. En un mot, je ne veux pas... Alexis Alexandrovitch fit un pas en avant et voulut lui prendre la main. Le premier mouvement d'Anna fut de refuser cette main moite aux grosses veines gonflées qui cherchait la sienne, mais elle fit visiblement un effort sur elle-même et lui serra la main. « Je vous remercie beaucoup de votre confiance, mais, » dit-il décontenancé, en sentant avec dépit que ce qu'il eût pu résoudre si aisément seul avec lui-même, il était incapable d'y réfléchir en présence de la princesse Tverskoï, qui personnifiait pour lui cette force brutale qui devait diriger sa vie aux yeux du monde et l'empêcher de s'abandonner à l'amour et au pardon. Il s'arrêta, les yeux fixés sur la princesse Tverskoï. « Allons, adieu, mon ange, » dit Betsy en se levant. Elle embrassa Anna et sortit. Alexis Alexandrovitch la reconduisit. « Alexis Alexandrovitch, je vous tiens pour un homme foncièrement généreux, » dit Betsy en s'arrêtant dans le petit salon et en lui serrant encore une fois la main avec une énergie tout particulière. « Je suis en dehors de tout ça, mais j'aime tant Anna et vous estime tellement que je me permets un conseil. Recevez-le. Alexis Vronsky est l'honneur personnifié, et il part à Tchakan. Je vous remercie de votre sympathie et de vos conseils, princesse. Mais il appartient à ma femme seule de décider si elle peut ou non recevoir quelqu'un. » Il dit ceci en levant les sourcils d'un air digne selon son habitude, et aussitôt pensa que quelles que fussent ses paroles, il ne pouvait montrer de la dignité dans sa position. Il vit cela au sourire retenu, moqueur et méchant, avec lequel Betsy le regarda après sa phrase. Chapitre 20. Alexis Alexandrovitch salua Betsy dans le grand salon et revint vers sa femme. Elle était étendue, mais en entendant ses pas, elle s'assit précipitamment, reprit sa position précédente et le regarda avec frayeur. Il vit qu'elle avait pleuré. « Je te suis très reconnaissant de ta confiance, »
répéta-t-il doucement en russe. Devant Betsy, il avait dit cette phrase en français, et il s'assit à côté d'elle. Lorsqu'il lui parlait en russe et lui disait « tu », ce « tu » exaspérait Anna. Et je te suis également très reconnaissant de ta décision. Je pense aussi que, puisqu'il s'en va, il n'est nullement nécessaire que le comte Vronsky vienne ici. D'ailleurs, mais puisque je l'ai dit, il est inutile d'y revenir, interrompit soudain Anna, avec une irritation qu'elle ne put maîtriser. Nullement nécessaire, songea-t-elle. Il n'est nullement nécessaire à un homme de venir dire adieu à la femme qu'il aime, pour laquelle il a voulu mourir et qui ne peut vivre sans lui. Elle serra ses lèvres et abaissa ses yeux brillants sur les mains aux veines gonflées de son mari, qu'il frottait lentement l'une contre l'autre. « Ne parlons plus jamais de cela, » ajouta-t-elle, plus calmement. « Je t'ai laissé libre de résoudre cette question, et je suis heureux de voir, » commença Alexis Alexandrovitch. « Que mon désir rejoint le vôtre, » acheva-t-elle, vivement irritée de l'entendre parler si lentement, alors qu'elle savait d'avance tout ce qu'il allait dire. « Oui, » appuya-t-il. « Et la princesse Tverskoï se mêle fort mal à propos des affaires de famille les plus délicates. En particulier, elle... Je ne crois pas du tout ce qu'on dit d'elle, » dit rapidement Anna. « Je sais qu'elle a pour moi une affection sincère. » Alexis Alexandrovitch poussa un soupir et se tut. Elle jouait nerveusement avec les glands de sa robe de chambre en le regardant de temps en temps, avec ce sentiment insupportable de répulsion physique qu'elle se reprochait, mais qu'elle ne pouvait surmonter. Elle n'avait plus qu'un désir, être délivrée de son odieuse présence. « J'ai fait appeler le médecin, » dit Alexis Alexandrovitch. « Pourquoi ? Je ne suis pas malade. » Mais la petite crie, et on dit que la nourrice n'a pas assez de lait. Pourquoi aussi ne m'as-tu pas permis de la nourrir quand je t'en suppliais ? De même, Alexis Alexandrovitch comprit ce que signifiait ce « tout de même ». C'est une enfant, et on va la faire mourir. Elle sonna et ordonna qu'on lui apportât l'enfant. J'ai demandé à la nourrir, on me l'a interdit, et maintenant on me fait des reproches. Je ne te fais aucun reproche. Si, Dieu, pourquoi ne suis-je pas morte ? Et elle éclata en sanglots. Pardonne-moi, je suis nerveuse, je suis injuste, dit-elle en se ressaisissant. Mais laisse-moi. Non, cela ne peut durer ainsi, se dit résolument Alexis Alexandrovitch en quittant la chambre de sa femme. Jamais encore l'impossibilité de sa situation aux yeux du monde, l'animosité de sa femme et la puissance de cette force brutale et secrète qui, au mépris de ses dispositions intérieures, conduisait sa vie et exigeait un changement d'attitude à l'égard de sa femme, ne lui était apparu aussi clairement. Il voyait nettement que le monde entier et sa femme exigeaient de lui quelque chose, mais quoi précisément, il ne pouvait le comprendre. Il sentait s'élever dans son âme un sentiment de rancœur qui détruisait sa sérénité et tout le mérite de son exploit. Il estimait qu'il valait mieux pour Anna rompre sa liaison avec Vronsky. Mais si tous trouvaient que c'était impossible, il était prêt à tolérer à nouveau cette liaison, à condition que les enfants n'en souffrissent point, qu'il ne les perdît pas, et que sa situation demeurât inchangée. Aussi déplorable que ce fût, cela valait mieux que la rupture, qui mettrait Anna dans une situation déshonorante et sans issue, et le priverait lui-même de tout ce qu'il aimait. Mais il se sentait impuissant.
Il savait d'avance que tous étaient contre lui, qu'on ne le laisserait pas faire ce qui lui semblait maintenant si simple et si beau, et qu'on le forcerait à mal agir, parce que cela paraissait nécessaire. Chapitre 21. Betsy n'avait pas eu le temps de quitter le salon que Stepan Arkadyevitch, qui arrivait de chez Elisaïv, où l'on avait reçu des huîtres fraîches, se heurta à elle sur le pas de la porte. « Ah, princesse, quelle aimable rencontre !» fit-il. « Je viens de chez vous. »« Une rencontre rapide, car je m'en vais, » dit Betsy, en souriant et en enfilant un gant. « Avant de mettre vos gants, permettez-moi de vous baiser la main. Rien ne me plaît plus dans le retour aux anciennes modes que l'usage de baiser la main d'une femme. » Il baisa la main de Betsy. « Quand nous reverrons-nous ?»« Vous ne le méritez pas, » lui répondit Betsy en souriant. « Bien au contraire, car je suis devenu l'homme le plus sérieux du monde. Non seulement j'arrange mes affaires de famille, mais celles des autres, » dit-il avec une expression significative. « Ah, j'en suis ravi, » répondit Betsy, qui comprit aussitôt qu'il parlait d'Anna. Elle rentra dans le salon et entraîna Oblonsky dans un coin. « Il la fera mourir, » lui dit-elle à voix basse, d'un air important. « C'est impossible. Impossible. Je suis bien enchanté que vous pensiez ainsi, » dit Stepan Arkadyevitch, en hochant la tête avec une expression de commisération. « C'est pour cela que je suis venu à Pétersbourg. »« Toute la ville en parle, » dit-elle. « C'est une situation impossible. Elle dépérit. Il ne comprend pas que c'est une de ces femmes qui ne plaisantent pas avec leurs sentiments. De deux choses l'une, qu'il l'emmène et agisse énergiquement, ou qu'il divorce. Mais ceci la tue. »« Oui, oui, précisément, » dit Oblonsky en soupirant. « C'est pour cela que je suis venu. C'est-à-dire, pas uniquement pour cela. On m'a nommé chambellan. Il faut remercier qui de droit. Mais l'essentiel est d'arranger cela. »« Dieu vous aide, » dit Betsy. Après avoir reconduit la princesse Betsy dans le vestibule, après lui avoir une dernière fois baisé la main au-dessus de son gant, là où bat le pouls, et débité de telles indécences qu'elle ne sut si elle devait rire ou se fâcher, Stepan Arkadyevitch se rendit chez sa sœur. Il la trouva en larmes. Stepan Arkadyevitch passa naturellement de la gaieté exubérante à un ton compatissant, poétiquement exalté, qui convenait mieux à l'état d'esprit de sa sœur. Il lui demanda des nouvelles de sa santé et comment elle avait passé la matinée. Très, très mal. Et la journée, et la matinée, et tous les jours passés et futurs, dit-elle. Il me semble que tu t'abandonnes à la mélancolie. Il faut te secouer. Il faut regarder la vie en face. Je sais que c'est pénible, mais on dit que certaines femmes aiment jusqu'au vice des hommes, commença Anna brusquement. Lui, je le hais pour sa vertu. Je ne peux vivre avec lui. Sa seule vue agit physiquement sur moi, me met hors de moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas vivre sous le même toit que lui. Que dois-je faire ? J'étais malheureuse et je pensais qu'il était impossible de l'être davantage. Mais je ne pouvais me faire une idée de la situation affreuse que je supporte maintenant. Me croiras-tu, sachant que c'est un homme bon, excellent, que je ne vaux pas son petit doigt, que je ne peux m'empêcher de le haïr.
Je le hais pour sa grandeur d'âme. Il ne me reste plus que... Elle voulait dire la mort, mais Stepan Arcadievitch ne la laissait pas achever. « Tu es malade et nerveuse, » lui dit-il. « Tu amplifies. Il n'y a rien là de si terrible. » Et Stepan Arcadievitch sourit. Personne, à sa place, devant un pareil désespoir, ne se fût permis de sourire. Cela eût paru grossier, mais son sourire à lui laissait voir tant de bonté et de tendresse, une tendresse presque féminine, qu'il n'offensait pas mais adoucissait et calmait. Ses propos posés et rassurants, et ses sourires agissaient comme l'huile d'amande, à la façon d'un lénitif. Anna elle-même en sentit bientôt les effets. « Non, Stiva, » dit-elle, « je suis perdue. Pire que cela, je ne suis pas encore perdue. Je ne peux pas dire que tout est fini, au contraire, je sens que tout n'est pas fini. Je suis comme une corde tendue qui doit se rompre. Mais ce n'est pas encore fini. Et cela finira tragiquement. On peut relâcher la corde petit à petit. Il n'y a pas de situation sans issue. J'y ai réfléchi indéfiniment. Il n'y en a qu'une. Il comprit de nouveau, à son regard d'effroi, que, dans son esprit, cette unique issue était la mort, et il ne la laissa pas terminer. « Du tout, dit-il. Tu permets. Tu ne peux voir ta situation comme moi. Permets-moi de te dire sincèrement mon opinion. » Il sourit de nouveau prudemment de son sourire aux amandes. « Je commence par le commencement. Tu as épousé un homme qui a 20 ans de plus que toi. Tu t'es marié sans amour ou sans connaître l'amour. Mettons que ce soit une erreur. Une erreur terrible, dit Anna. Mais, je te le répète, c'est un fait accompli. Ensuite, tu as eu, disons, le malheur de t'éprendre d'un autre homme. C'est un malheur, mais c'est aussi un fait accompli. Ton mari l'a admis et t'a pardonné. » Il s'arrêtait après chaque phrase, attendant une répartie. Mais elle ne répondait rien. C'est ainsi. Maintenant, la question est la suivante. Veux-tu continuer à vivre avec ton mari? Le désires-tu? Le désire-t-il? Je ne sais rien. Rien. Tu viens de dire toi-même que tu ne pouvais pas le supporter. Non, je n'ai pas dit cela. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je n'en sais rien, et n'y comprends rien. Voyons. Permets, tu ne peux pas comprendre. Je sens que je me jette la tête la première dans un précipice, mais que je ne dois pas et que je ne peux pas me sauver. Cela ne fait rien. Nous amortirons ta chute, et nous te rattraperons. Je comprends que tu ne peux prendre sur toi d'exprimer tes sentiments, tes désirs. Je ne désire rien, rien, si ce n'est que tout cela finisse. Mais il le voit, et il le sait. Est-ce que tu crois qu'il en souffre moins que toi? Tu te tourmentes. Il se tourmente. À quoi cela va-t-il aboutir? Le divorce, au moins, résoudrait tout, dit Stepan Arcadievitch, non sans effort. C'était son idée principale, et il regarda sa sœur d'un air entendu. Il ne répondit rien, et secoua négativement sa tête tondue. Et sur son visage soudain, illuminé de sa beauté d'autrefois, il vit que si elle repoussait cette solution, c'était uniquement parce qu'elle voyait là un bonheur impossible. « Vous me faites beaucoup de peine. J'aurais été si heureux d'arranger cela, » dit Stepan Arcadievitch, en souriant cette fois plus hardiment. « Ne dis rien. Que Dieu m'accorde d'exprimer ce que je sens. Je vais le trouver. » Anna le regarda de ses yeux brillants et pensifs, sans dire mot. Chapitre 22.
Stepan Arkadieevitch entra dans le cabinet d'Alexis Alexandrovitch, avec le visage légèrement solennel qu'il avait en s'asseyant dans son fauteuil de président au tribunal. Alexis Alexandrovitch, les bras derrière le dos, allait et venait dans la pièce, et pensait précisément à ce que venait de faire l'objet de l'entretien du frère et de la sœur. « Je ne te gêne pas ?» dit Stepan Arkadieevitch, qui, à la vue de son beau-frère, éprouva soudain une confusion inaccoutumée. Pour cacher son trouble, il sortit de sa poche un étui à cigarette avec un nouveau système d'ouverture qu'il venait d'acheter, et, après en avoir respiré la peau, il prit une cigarette. « Non. Tu as besoin de quelque chose ?» répondit de mauvaise grâce Alexis Alexandrovitch. « Oui, j'ai besoin de te parler, » dit Stepan Arkadieevitch, en éprouvant avec étonnement une timidité qui ne lui était pas coutumière. Ce sentiment était tellement subit et étrange que Stepan Arkadieevitch n'y reconnut pas la voix de la conscience qui l'avertissait que ce qu'il avait intention de faire était mal. Stepan Arkadieevitch fit un effort et vainquit sa timidité. « J'espère que tu ne doutes ni de mon amour pour ma sœur, ni de mon attachement sincère et de mon estime pour toi, » dit-il en rougissant. Alexis Alexandrovitch s'arrêta et ne répondit rien, mais son expression de victime résignée frappa Stepan Arkadieevitch. « Je voudrais te parler de ma sœur et de votre situation à tous les deux, » dit Stepan Arkadieevitch, qui n'avait pas encore retrouvé son assurance. Alexis Alexandrovitch sourit tristement, regarda son beau-frère et, sans répondre, s'approcha de son bureau. Il prit une lettre recommencée et la tendit à Stepan Arkadieevitch. « Je ne cesse pas d'y penser. Voici ce que j'ai commencé à écrire en songeant ce que je m'exprimerai mieux par lettre et que ma présence l'irritait, » lui dit-il. Stepan Arkadieevitch prit la lettre, regarda avec un étonnement perplexe, les yeux mornes fixés sur lui, et commença à lire. « Je vois que ma présence vous pèse. Si pénible que soit pour moi cette assurance, je vois qu'il en est ainsi et qu'il ne peut en être autrement. Je ne vous accuse pas, et Dieu m'est témoin qu'après vous avoir vu pendant votre maladie, j'ai résolu du fond du cœur d'oublier ce qui s'est passé entre nous et de commencer une nouvelle vie. Je ne regrette pas, et je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Mais je voulais votre bien, et celui de votre âme, et je vois maintenant que je n'y suis pas parvenu. Dites-moi, vous-même, ce qui vous donnera le vrai bonheur et la paix de l'âme. Je m'en remets à votre volonté et à votre sentiment de justice. » Stepan Arkadieevitch lui rendit la lettre et continua à le regarder avec la même perplexité, ne sachant que dire. Ce silence leur pesait tellement à tous les deux que les lèvres de Stepan Arkadieevitch furent prises d'un tremblement maladif, tandis qu'il se taisait, sans quitter des yeux le visage de Karénine. « Voilà ce que je voulais lui dire, » dit Alexis Alexandrovitch en se détournant. « Oui, oui, » dit Stepan Arkadieevitch, qui n'eut pas la force de répondre, tandis que des larmes lui montaient à la gorge. « Oui, oui, je vous comprends, » articula-t-il enfin. « Je désire savoir ce qu'elle veut, » dit Alexis Alexandrovitch. « Je crains qu'elle-même ne comprenne pas sa situation. Elle n'est pas juge, » dit Stepan Arkadieevitch en se remettant. « Elle est écrasée, littéralement écrasée par ta grandeur d'âme. Si elle lit cette lettre, elle n'aura la force de rien dire.
et ne pourra que courber la tête encore plus. Oui, mais dans ce cas, que faire? Comment expliquer? Comment connaître ses désirs? Si tu me permets de te dire mon opinion, je pense que c'est à toi qu'il appartient d'indiquer clairement les mesures que tu juges nécessaires pour mettre fin à cette situation. Ainsi tu estimes qu'il faut en finir? L'interrompit Alexis Alexandrovitch. Mais comment? Ajouta-t-il, en faisant un geste inhabituel de la main devant ses yeux. Je ne vois aucune issue possible. Toute situation a une issue, dit Stepan Arkadyevitch, en se levant et en s'animant. Il y a eu une époque où tu voulais divorcer. Si tu es maintenant convaincu que vous ne pouvez plus être heureux l'un par l'autre, on peut comprendre le bonheur de plusieurs manières, mais admettons que je consente à tout, que je ne demande rien. Quelle issue vois-tu à notre situation? Veux-tu que je te donne mon avis? Dit Stepan Arkadyevitch, avec ce même sourire lénifiant aux amandes qu'il avait eu pour parler à Anna. Ce bon sourire était si convaincant qu'involontairement, Alexis Alexandrovitch, conscient de sa faiblesse et y cédant, fut prêt à croire ce qu'allait dire Stepan Arkadyevitch. Jamais elle ne dira le fond de sa pensée. Mais ce qu'elle peut désirer, c'est mettre fin à vos relations et à tous les souvenirs qui leur sont liés. Selon moi, il est indispensable d'établir entre vous de nouveaux rapports. Et cela ne peut se faire qu'en reprenant chacun votre liberté. Le divorce, l'interrompit Alexis Alexandrovitch avec dégoût. Oui, je pense que le divorce... Oui, c'est cela, le divorce, répéta en rougissant Stepan Arkadyevitch. C'est à tous égards la meilleure solution pour des époux qui se trouvent dans votre situation. Que faire si les époux ont découvert que la vie commune est impossible? Cela peut toujours arriver. Alexis Alexandrovitch poussa un profond soupir et ferma les yeux. Il n'y a ici qu'un seul point à prendre en considération. L'un des époux désire-t-il se remarier? Sinon c'est très simple, dit Stepan Arkadyevitch, qui se libérait de plus en plus de son embarras. Alexis Alexandrovitch, les traits contractés par l'émotion, marmonna quelque chose à part, lui, et ne répondit rien. Tout ce qui paraissait tellement simple à Stepan Arkadyevitch. Il y avait réfléchi des milliers de fois. Et tout cela non seulement ne lui paraissait pas si simple, mais absolument impossible. Le divorce, dont il connaissait maintenant les conditions, lui semblait inadmissible, parce que le sentiment de sa propre dignité et son respect pour la religion lui interdisaient de recourir à un adultère fictif, et, à plus forte raison, d'accepter que sa femme qu'il aimait, et à qui il avait pardonné, fut soumise à l'ignominie d'un flagrant délit. Il écartait enfin le divorce, pour d'autres raisons, encore plus graves. Que deviendrait son fils? On ne pouvait envisager de le laisser à sa mère. Divorcée, elle aurait une famille illégitime, où la position de l'enfant serait délicate, et son éducation, selon toute vraisemblance, compromise. Le garder? Il savait que tout serait une vengeance de sa part, et il s'y refusait. Mais, outre cela, le divorce paraissait surtout impossible à Alexis Alexandrovitch, parce que, si il y consentait, il signait par cela même, la perte d'Anna. Il gardait gravé dans son âme l'argument de Daria Alexandrovna. En envisageant le divorce, il songeait à lui et ne pensait pas qu'il menait Anna à sa perte. Ses paroles ne faisaient qu'un avec son pardon, avec son attachement aux enfants, et il les comprenait maintenant à sa façon. Consentir au divorce, rendre à Anna sa liberté, c'était dans son esprit se priver du dernier lien qui l'attachait à la vie.
les enfants qu'il aimait, retirer à Anna son dernier appui sur la voie du bien et la vouer à la perdition. Une fois divorcée, elle s'unirait à Vronsky et ce lien resterait criminel et illégitime, car, pour l'Église, il ne peut y avoir de mariage pour une femme tant que son mari est vivant. Elle s'unira à lui et, au bout d'1 ou 2 ans, ou bien il la quittera, ou bien elle aura une nouvelle liaison, songeait Alexis Alexandrovitch. Si je consens au divorce, c'est moi qui serai responsable de sa perte. Il avait réfléchi à tout cela des centaines de fois, et il était convaincu que le divorce non seulement n'était pas si simple que le disait son beau-frère, mais même inadmissible. Il ne croyait donc pas un mot de ce que lui disait Stepan Arkadyevitch, avait 1000 arguments pour réfuter chacune de ses paroles, mais il l'écoutait, en sentant que par la bouche de son beau-frère s'exprimait cette force brutale et puissante qui y conduisait sa vie et à laquelle il devait se soumettre. La seule question est de savoir à quelles conditions tu consentiras au divorce. Elle ne désire rien, n'ose rien te demander, et s'en remet entièrement à ta générosité. Mon Dieu, pourquoi tout cela ? Se dit Alexis Alexandrovitch, en songeant aux détails d'un adultère fictif. Et, du même geste qu'avait eu Vronsky, il se couvrit le visage de ses mains. Tu es ému, je le comprends. Mais si tu réfléchissais à celui qui te frappe la joue droite, présente la joue gauche, et à celui qui te prend ton manteau, donne ta chemise, songea Alexis Alexandrovitch. Oui, oui, s'écria-t-il d'une voix aiguë. Je prends la honte sur moi. Je renonce même à mon fils, mais ne vaut-il pas mieux laisser cela ? Au reste, fais comme tu veux. Et, se détournant de son beau-frère de façon que celui-ci ne pût voir son visage, il s'assit sur une chaise près de la fenêtre. Il souffrait. Il avait honte. Mais cette souffrance et cette honte étaient mêlées de joie et d'attendrissement devant la grandeur de son humilité. Stepan Arkadyevitch était touché. Il gardait le silence. Alexis Alexandrovitch, crois-moi, elle appréciera ta grandeur d'âme, dit-il. C'était sans doute la volonté de Dieu, ajouta-t-il. Après avoir dit cela, il sentit que c'était stupide et eut peine à ne pas sourire de sa propre sottise. Alexis Alexandrovitch voulut répondre, mais les larmes l'arrêtèrent. Ce malheur est une fatalité, il faut le reconnaître. Je tiens ce malheur pour un fait accompli, et je m'efforce de vous venir en aide à tous les deux, dit Stepan Arkadyevitch. Lorsque Stepan Arkadyevitch sortit du cabinet de son beau-frère, il était touché, mais cela ne l'empêchait pas de se sentir satisfait d'avoir mené à bien son entreprise, car il était convaincu qu'Alexis Alexandrovitch s'en tiendrait à ce qu'il avait dit. À cette satisfaction se joignait l'idée d'une devinette qu'il comptait soumettre à sa femme et à ses intimes. Quelle différence y a-t-il entre l'empereur et moi ? L'empereur prononce le divorce, et personne ne s'en trouve mieux. Moi, j'ai fait le divorce, et c'est mieux pour 3 personnes. Ou plutôt, quelle ressemblance entre moi et l'empereur, quand... Bon, je trouverai mieux, se dit-il en souriant. Chapitre 23. La blessure de Vronsky était dangereuse. Bien qu'elle eût évité le cœur, pendant plusieurs jours, il fut entre la vie et la mort. Lorsqu'il fut pour la première fois en état de parler, sa belle-sœur Varia était seule dans sa chambre. « Varia, lui dit-il, en la regardant d'un air sérieux,
Je me suis blessé par accident. Je t'en prie, ne parle jamais de cela, et donne cette version à tout le monde. C'est trop ridicule. » Sans répondre, Varia se pencha au-dessus de lui et le contempla avec un sourire radieux. Les yeux de Vronsky n'étaient plus fiévreux, mais ils étincelaient et leur expression était sévère. « Dieu soit loué, » dit-elle. « Tu ne souffres pas ? Un peu, ici. » Il montra sa poitrine. « Laisse-moi alors changer ton pansement. » Sans mot dire, contractant ses larges pommettes, il la regarda tandis qu'elle changeait son pansement. Lorsqu'elle eut fini, il lui dit « Je ne délire pas. Je t'en prie, fais en sorte qu'on n'en parle pas et qu'on ne dise pas que j'ai voulu me tuer. » « Personne ne le dit. Mais j'espère que tu ne te blesseras plus accidentellement, » lui dit-elle, avec un sourire interrogateur. « Probablement que non, mais il aurait mieux valu. » Il sourit d'un air sombre. Malgré ces mots et ce sourire qui avait tant effrayé Varia, lorsque l'inflammation eut disparu et qu'il commença à se rétablir, il sentit qu'il était complètement délivré d'une partie de sa souffrance. Par son geste, il avait en quelque sorte lavé sa honte et son humiliation. Il pouvait maintenant penser tranquillement à Alexis Alexandrovitch. Il reconnaissait sa grandeur d'âme sans s'en sentir rabaissé. De plus, il était retombé dans l'ancienne ornière. Il voyait la possibilité de regarder sans honte les gens en face et pouvait vivre, reprendre ses habitudes. Ce qu'il ne pouvait arracher à son cœur, bien qu'il luttât constamment contre ce sentiment, c'était le regret allant jusqu'au désespoir d'avoir perdu Anna pour toujours. Il était fermement décidé, maintenant qu'il avait racheté sa faute aux yeux du mari, à renoncer à elle et à ne plus jamais s'interposer entre Anna repentante et son mari. Mais il ne pouvait arracher de son cœur le regret d'avoir perdu son amour. Il ne pouvait effacer de son imagination les instants de bonheur qu'il avait connus avec elle, qu'il avait si peu appréciés alors et qui maintenant le poursuivaient avec toute leur douceur. Serpukhowskoï lui fit offrir une mission à Tchakan, et Vronsky accepta sans la moindre hésitation. Mais plus le moment du départ approchait, plus lui paraissait lourd le sacrifice qu'il faisait à ce qui lui semblait être le devoir. Sa blessure s'était cicatrisée, et il commençait à sortir pour préparer son départ. La revoir encore une fois, puis ensuite m'enterrer, mourir, songea-t-il, et, au cours d'une visite d'adieu, il fit part de son désir à Betsy. Celle-ci partit aussitôt en ambassadrice auprès d'Anna et lui rapporta une réponse négative. Tant mieux, songea Vronsky en apprenant la nouvelle. C'était une faiblesse qui m'eût ôté mes dernières forces. Le lendemain matin, Betty se présenta en personne chez lui et lui annonça qu'elle avait reçu d'Oblonsky l'assurance formelle qu'Alexis Alexandrovitch consentait au divorce et que, par la suite, Vronsky pouvait voir Anna. Sans même s'inquiéter de reconduire Betsy, ni demander quand c'était possible, ni où était le mari, Vronsky, oubliant toutes ses résolutions, partit chez les Karénine. Il grimpa l'escalier 4x4, sans rien voir et, d'un pas rapide, se retenant avec peine de courir, il entra dans la chambre d'Anna. Sans réfléchir ni regarder si elle était seule ou non dans la pièce, il la prit dans les bras et couvrit de baisers son visage, ses mains, son cou. Anna s'était préparée à le revoir et avait réfléchi à ce qu'elle allait lui dire, mais elle n'eut le temps de rien dire. L'ardeur de Vronsky l'emporta. Elle voulut le calmer, se calmer, mais il était trop tard. La passion de Vronsky l'avait gagné. Ses lèvres tremblaient tellement que pendant un long moment, elle ne put dire un mot.
Oui, tu m'as conquise, je suis à toi, dit-elle, enfin en pressant les mains de son ami contre sa poitrine. Il devait en être ainsi, dit-il. Il en sera ainsi tant que nous vivrons. Je le sais maintenant. C'est vrai, dit-elle, tandis qu'elle devenait de plus en plus pâle, et elle entoura de ses bras la tête de Vronsky. Pourtant, il y a quelque chose de terrible dans tout cela, après ce qui est arrivé. Tout cela passera, tout cela passera. Nous allons être tellement heureux. Notre amour, s'il pouvait grandir, grandirait parce qu'il renferme quelque chose de terrible, dit-il, en levant la tête et en découvrant dans un sourire ses dents régulières. Elle ne put pas ne pas répondre par un sourire, non à ses paroles, mais à ses yeux épris. Il lui prit la main et la passa sur ses joues froides et sur ses cheveux coupés. Je ne te reconnais plus avec ces cheveux courts, comme tu as embelli, un vrai petit garçon. Mais tu es bien pâle. Oui, je suis très faible, dit-elle en souriant, et ses lèvres se remirent à trembler. Nous irons en Italie. Tu te rétabliras, lui dit-il. Est-il possible que nous puissions être comme mari et femme, seuls tous les deux, dit-elle en le regardant dans les yeux. Je m'étonne seulement qu'il y ait jamais pu en être autrement. Stiva dit qu'il consent à tout, mais je ne peux accepter sa générosité, dit-elle en regardant dans le vide d'un air pensif. Je ne veux pas du divorce. Maintenant, ça m'est bien égal, mais j'ignore ce qu'il décidera au sujet de Serge. Il ne comprenait pas comment, au premier instant de leur réunion, elle pouvait penser à son fils et au divorce. Tout cela n'était-il pas indifférent? Ne parle pas de cela, n'y pense plus, dit-il en tournant sa main dans la sienne et en s'efforçant d'attirer son attention. Mais elle regardait toujours ailleurs. Ah, pourquoi ne suis-je pas morte? Cela aurait mieux valu, dit-elle, et des larmes coulaient silencieusement le long de ses joues. Cependant, elle essayait de sourire pour ne pas le chagriner. Jadis, Vronsky eût trouvé déshonorant et inadmissible de se dérober à la flatteuse et périlleuse mission de Tchakan. Mais maintenant, il la refusa sans réfléchir une minute et, ayant remarqué qu'on était mécontent de ce refus en haut lieu, il prit aussitôt sa retraite. Un mois plus tard, Alexis Alexandrovitch restait seul avec son fils dans son appartement, tandis qu'Anna partait à l'étranger avec Vronsky, en refusant le divorce.